Bienvenue sur le podcast du collectif We Are Luxembourg, le média business des outsiders. Dans ce podcast, on accueille des atomic leaders, des entrepreneurs, des changemakers et toutes celles et ceux qui développent de près ou de loin les humains que nous sommes. Je suis Romain Tisney, cofondateur du collectif, et vous souhaite la bienvenue sur ce média d'un nouveau genre. Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on reçoit Cédric Brignon. Salut Cédric. Salut Romain, merci de m'accueillir. Écoute, merci beaucoup. Pour l'audience, Cédric, on se connaît depuis 2004. Je pense qu'on a fait la même école de commerce et tu as dû être la première personne avec laquelle j'ai parlé d'audit au moment de mes jeunes années pour choisir mon parcours. Et tu m'avais convaincu, un jeune auditeur passionné. Tu étais senior à l'époque, je ne me trompe pas? Alors bravo pour ces brillantes études à l'ESCA et donc contente de te voir 22 ans après et tu as fait de l'audit, donc finalement c'était peut-être, j'espère que c'est des bons conseils, j'espère que tu as aimé ces années. Écoute, ouais, j'ai bien aimé et c'est vrai que je me souviendrai de ce moment là à Belle-Beille, à Angers, où tu avais partagé ça avec moi. Et c'est un peu ce qui m'a encouragé un peu à revenir sur ton parcours, parce que moi j'ai suivi un petit peu sur LinkedIn et à différents endroits ce que tu avais fait. Tu es passé par plein d'entreprises différentes, dont certaines un peu iconiques comme Netflix, Banijay, etc. Et donc, si c'est OK pour toi, on va passer 30-40 minutes ensemble sur le sujet du leadership du collectif. Le but, c'est qu'on va pas couper. Tu peux refuser des questions, tu as des jokers, mais en principe, je vais être obligé de le dévoiler à l'audience. Ça n'est jamais arrivé, mais on sait jamais. Et puis, on va essayer de donner un maximum de valeur à l'audience sur ce format-là. Ça va pour toi? C'est parti, allons-y. On y va. Alors, peut-être depuis Belle-Beille, comment t'es devenu aujourd'hui le leader que tu es aujourd'hui, donc dans ton poste actuel? Raconte-nous. Écoute, donc alors aujourd'hui je suis directeur financier de Banijay Entertainment. Aujourd'hui on est dans le média, production média audiovisuel. On vend à des chaînes de télé, à des streamers, sur des social media bien sûr aussi. Ouais. Mais en fait, je t'ai parlé d'audit, donc en 2004, tu disais, moi j'ai commencé par là. J'ai commencé par, c'était Coopers & Lybrand qui se mergeait avec Price, donc c'est devenu PwC. J'y ai passé un peu 4 ans assez conventionnels, je dirais, d'audit, et qui était finalement un peu la structure, la bonne boîte à outils qui allait bien, en tout cas là que je te parle, entre donc 2001 et 2005. Hein. Ouais. C'est un peu ancien combattant de dire ça, mais vraiment, je le crois vraiment. Et en fait, c'est ça qui m'a permis, avec un bon background technique, d'aller vers un environnement un peu plus international. À ce moment-là, c'était Thomson Multimédia, qui est devenu Technicolor par la suite. C'est une boîte où j'y ai quasiment passé 10 ans. Et la chose la plus marquante, c'était, donc je suis passé d'audit externe à audit interne. Ouais. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis. Alors, initialement, on devait être dans une petite période de 18 mois. On y est resté 6 ans. Et je dis on, c'est qu'on est parti avec Maud, ma femme, et un petit bébé. Ouais. On en a eu d'autres là-bas et c'est là ça a été là tu parles de leader. Je suis arrivé auditeur interne et puis après j'étais contrôleur et puis après j'étais directeur du FP&A, etc. Donc là j'ai vu un peu à l'américaine en fait une évolution assez rapide dans le milieu de donc Technicolor. On faisait de la post-production. Et là, je vais faire vite et après, tu me diras sur quel moment tu veux que je revienne. Hein, mais donc, après ces 6 ans aux US, on revient en Europe. Ouais. De Technicolor, je passe chez Warner Bros. Où là, je dirigeais l'équipe finance de la France et du Benelux. Donc là, j'étais basé à Paris. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, aux US, je suis dans une boîte avec un headquarters français basé aux US, à Los Angeles. Et je viens en France avec un headquarters à Los Angeles, Burbank exactement pour Warner Bros. Mais vivant en France. Donc c'était une bonne complémentarité. Et pourquoi je te dis ça? Tu as parlé Netflix dans l'intro, parce qu'en fait, donc en 2019, Warner Bros est racheté par AT&T, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. En fait, cette histoire de boîte française, boîte américaine en France et aux US, c'était l'histoire à peu près naturelle pour aller chez Netflix et bouger aux Pays-Bas. Ok. À Amsterdam pendant 4 ans, où on a monté la fonction de ce qu'on appelle Studio Finance pour Netflix, pour IMIA.
Ok. Voilà. Et après ça, retour à Paris pour Banijay Entertainment dans un poste CFO. Donc, en effet, pas mal de boîtes, mais tout ça avec une sorte de fil directeur qui était toujours une fonction, plutôt Ouais. finance, Mhm. et un secteur, donc média, entertainment, Ouais. production. Et aussi, peut-être une spécificité profil sur cette espèce de facilité à naviguer ou à connecter plutôt l'Europe et les US. Il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi dans ton parcours qui a fait que tu arrivais à faire communiquer ces deux mondes-là. Ouais, ouais, absolument. Et ça, plutôt, ouais, ouais, tout à fait. Alors ça, comment j'ai fait? Je sais pas. Enfin, c'était plutôt la curiosité et puis j'espère en tout cas une bonne énergie à chaque fois. Parce Ouais, que je viens pas du tout d'une famille, j'ai assez peu voyagé. Moi, j'ai grandi en France. J'ai fait le même diplôme que toi à Paris et à Angers. ouais. Et tout ça, ce move était un peu nouveau. Mhm. Mais ça a été très riche, personnellement, professionnellement, bien sûr. Et c'était à refaire, je ferais pareil. Super. Tu es passé dans différentes fonctions, donc tu es passé de rôle finalement de leader, on va dire de team leader quand tu es senior chez Price, puis après chef d'équipe, puis après tu as pris des responsabilités de direction, puis après il y a eu de la création de studio, tu as parlé aux Pays-Bas, Ouais. etc. Pendant toutes ces expériences-là, c'est quoi les grandes convictions que tu t'es forgées sur le sujet du management, du leadership, du collectif, etc. Enfin, comment tu as articulé tout ça et comment tu l'articules peut-être encore là-dessus? Comment toi, enfin, c'est quoi ces éléments philosophiques que tu t'es construit sur ces postes-là? En fait, c'est une question très très vaste. Je vais commencer par la fin et je vais essayer de dire comment Ouais, je l'ai vécu. Parce qu'en fait, quand tu as. Donc, je suis arrivé aux US en 2007. Donc, ouais. 2007, j'ai 26 ou 27 ans. Mhm. De dire tes convictions sur comment tu leads une équipe, etc., je pense que c'est quand même assez peu Un peu sophistiqué. En tout light. cas, c'était pas du tout sophistiqué chez moi. Ouais. Et en fait, là, les grands piliers de tout ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, mais de mes années Netflix. Ouais. C'est une boîte qui a été avec un concept très très simple, qui a été très très vite pour Mhm. construire en fait pour disrupter un marché massif de production de films, de séries, de distribution de films, de séries, de mode de consommation de films et séries Ouais. par rapport à l'hégémonie des studios hollywoodiens. Ça a été Mhm. très très vite et ils sont devenus le best of the best de la technique qui vient de Californie du Nord et de l'entertainment euh, qui vient de Los Angeles. Mhm. Mais tout ça basé sur une culture assez unique. Et la Mhm. culture, en fait, si on la résume, elle est assez simple, en fait, hein. Finalement, c'est euh, authenticité, feedback, et un peu, en gros, ensemble, on est plus fort et on va plus loin, et Mhm. tout seul, on va plus vite, globalement. Ouais. Ok. Et je pense que, bon, ça a bien marché dans certains de mes jobs. Pas tout, hein, j'ai aussi des trucs et puis on apprend quand même plus de ces échecs que de ces succès. Mais là Ouais. où ça a bien marché, je pense que j'ai toujours été en vérité, Mhm. c'est-à-dire très authentique, en fait, dans ma Ouais. relation avec les gens, en donnant du feedback Mhm. positif et constructif, parce que c'est très important de dire merci, c'est super, etc. Mais c'est tout aussi important de dire, bon, c'est super, c'est pas mal, hein, mais là, en revanche, j'aurais fait différemment et donner un feedback constructif sans casser la personne. Ça, Ouais. c'est fondamental. Comment tu fais ça? Écoute, pour moi, si tu as une relation, donc j'ai employé le mot authenticité. Une Ouais, bien sûr. relation authentique, donc une authentique, globalement, tu arrives assez facilement, je pense, à construire une relation de confiance. Il y a Hein, du lien. le trusted relationship. Et quand Ouais. tu as un trusted relationship, tu peux débattre, tu peux être en Mhm. désaccord, tu peux être un peu en frontal, même si ça fait pas plaisir à entendre, ou en tout cas, sur le moment, c'est jamais une question plaisante. Mhm. En revanche, si tu sais qu'il y a un respect mutuel, que tu es en vérité, en authenticité, que tu n'es pas là pour blesser, ou tu n'as pas un agenda perso derrière, etc., je pense que ça fonctionne. Et Ok. ça- Donc, en fait, pour moi, c'est authenticité, le feedback est fondamental. Et après, cette fameuse notion, on entend, alors c'est un peu galvaudé, désolé, hein, le alignment, hein, on doit être tous aligned, on doit tous partager. Et je pense que partager de l'info, être à l'écoute et bien recevoir, et toujours pareil, dans le vrai,
pas du bullshit de comment ça va et puis tu le passes déjà, tu passes à autre chose. Ouais. Ça, c'est très important pour construire cette relation. Ok. Ouais, donc finalement, il y a eu ce côté, finalement, créer du lien, c'est-à-dire on doit aller vite, donc on s'embête pas avec trop de règles. Par contre, on est intransigeant sur le fait de se dire, on fait de l'authenticité du lien très fort, ce qui nous permet d'aller prendre le chemin le plus direct quand on a quelque chose à se dire. C'est pour ça que tu faisais le lien avec la vélocité de Netflix au début, c'est ça? Ouais. Et puis, oui, c'est ça. Et Netflix, en fait, c'était aligné, toujours aligned. Dès que ça va pas, on se le dit. Il n'y a plus de notion vraiment d'entretien annuel, etc. En fait, tu es dans un 360 feedback quasiment constant. Donc, en fait, tu as une émulation. Alors, tu étais toujours en your fit. Hein, il y a toujours, mais ça maintient en fait une dynamique très forte. Ça, avec aussi une talent density qui est forte, c'est aussi un point voulu par Netflix. Où finalement tu es entouré de personnes que des top performers, tu restes dans le jeu systématiquement et tu as ce feedback. Donc je pense que c'est une bonne stratégie et ça te permet d'aller vite avec un groupe qui est aligné. Et si jamais il n'était pas aligné, etc., il y a ce fameux chez Netflix, ce keeper test où il y a pas mal de turnover. Parce que you need to play, tu dois être au niveau des autres personnes. Je vous arrête 1 minute au milieu de cet épisode pour vous demander un mini-service. Smedia, c'est le projet d'un groupe qui travaille dur pour créer des super contenus. Alors pour nous encourager, vous pouvez faire 2 choses. D'abord, abonnez-vous à la newsletter et à la page LinkedIn. Pour vous, c'est juste un clic, mais pour nous, ça change absolument tout. Deuxième chose, si vous avez aimé l'épisode, ça serait sympa de le partager avec 1 ou 2 personnes de votre choix que ça pourrait intéresser. Ça nous aide aussi à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre aide et je vous laisse avec notre invité. Ouais, c'est intéressant parce que souvent, on rencontre des leaders, des managers, quand ils ont une talent density, on va dire, alors élevée ou alors un peu hétérogène. Ils ont, la crainte ou le risque, c'est d'avoir une équipe de divas. Hein. On prend souvent l'image du Real de Madrid et des clubs ingérables avec que des stars. Alors que je comprends que Netflix a créé un environnement dans lequel ce truc-là se passe correctement, en tout cas délivre. Ouais. Toi, en tant que manager, en tant que leader, comment tu gères une équipe de A-player only? Alors, juste pour Netflix, il y avait une expression que j'adore, qui est géniale, hein, j'adore, qui s'appelle, donc les divas, ça s'appelle parfois des no brilliant jerk. En fait, tu ne peux pas te permettre d'avoir ça, parce que en effet, ça pour une équipe, ça. Donc, les brilliant jerks doivent sortir assez vite. Par exemple, tu as la notion de dream team. Tu peux avoir des gens super forts, ou jazz band, c'est dream team jazz band. Tu peux avoir des super forts dans chacun de leurs instruments, etc. Mais tu peux pas avoir quelqu'un qui vient pourrir en fait le jeu de l'équipe. Donc ça, en général, ça sortait assez vite. Écoute, pour moi, j'ai pas vraiment d'exemple précis là à te dire où. Pour moi, il faut une équipe, il faut une homogène. Et la plus grande clé de tout ça, au-delà de la gestion de diva, c'est d'avoir de la diversité de perspectives. Tu peux pas aujourd'hui être avec la rapidité de l'information, l'état du monde dans lequel est notre monde, avoir la bonne information sur tout au bon moment, c'est impossible. Donc, tu dois être entouré de gens qui pensent différemment de toi, qui ont des cultures différentes, des convictions différentes et parfois même des façons d'exprimer. Parce que tu peux avoir, te dis une top talent team, c'est pas que des gens qui sont fermés dans le même club, qui jouent au même poste, etc. Donc il faut vraiment une multiplicité de talents, une diversité de talents. Et je vais pas aller sur un autre terrain aussi un peu galvaudé, diversity, inclusion, etc. Mais si tu as une bonne diversité et si tu as une authenticité pour que les gens se sentent bien autour de la table et puissent s'exprimer tous les gens, ça, c'est une force extraordinaire. Ok, ouais, donc la capacité à créer les conditions pour que des gens qui ont une très forte diversité puissent rentrer en conflit constructif, quoi. Et là, à ce moment-là... ça, si tu arrives en plénière, alors pas en plénière, faut pas, c'est un groupe de town hall ou un global staff, mais si tu as un groupe de 6-7 personnes, tu as le openly disagree.
Parce qu'on se fait confiance, on débat, on trouve à la fin un commitment avec ce fameux disagree and commit. Et là, le commitment, il est énorme. Et il est énorme pour tout le monde. Ouais, donc tu as une adoption directe. On frotte un peu au départ, mais ça adopte. Ben, c'est ça. Et parfois, alors là, on parle de culture. Là, désolé, je n'ai pas posé la question. Mais on est là pour ça. J'y vais parce que pour moi, ça a été vraiment la culture. Bosser en France, bosser au UK, bosser aux Pays-Bas, bosser aux États-Unis. En fait, on a quand même on a un héritage, ou en tout cas un héritage d'éducation, etc. Et en fait, on aborde les choses différemment. Et parfois, en France, un meeting qui se passe bien, ça s'est bien passé, on s'est vu, on s'est pas engueulé, tout était bien. Bon, bah ça, dans un environnement Dutch, au néerlandais, ou même américain, en fait, un meeting qui est tout plat, ça frotte pas, ça produit rien. Exactement. Exactement. Okay. Alors, pas systématiquement, mais en tout cas, un bon meeting très engagé où on a des différents points de vue, etc., où tu dis ça frotte, oui, je pense que ça fait avancer l'organisation. Ok. Et c'est pas et tu peux avoir des gens qui sont pas confortables avec ce genre de situation. Et ça, comment tu arrives dans une équipe à dire non, c'est OK d'avoir un débat vif entre un lead, un manager, un manager, même deux exécutives, etc. Je pense que ça fait progresser l'organisation. Ok, ouais, très clair. Toi, tu es passé donc, même s'il y avait des trames, alors tu étais dans un secteur un peu avec les mêmes codes, etc. Moi, j'accompagne souvent des leaders, tu sais, qui passent de certaines boîtes avec des cultures très fortes à d'autres, ou des boîtes de net, des boîtes de réseau versus des boîtes de process, etc. Toi, dans tes différentes expériences, est-ce qu'il y a une transition qui a été une transition plus challenging dans ta compréhension de la façon dont une nouvelle société fonctionne, ou peut-être dans les enjeux qu'il y avait au niveau du collectif et du relationnel là-dessus, ou est-ce que ces boîtes-là, elles étaient globalement faites un peu du même bois? Non. Alors, aucunement du même bois, hein, sur donc les quatre organisations dont je peux parler aujourd'hui, vraiment. Et je vais donner deux exemples. Le passage de Warner Bros. À Netflix. Tu pourrais dire Warner Bros. Ça fait des films. Ils ont développé HBO, etc. Donc, par rapport à Netflix, oui, Netflix, c'est un nouvel acteur. Mais globalement, il produit le même type d'actifs. Oui, bien sûr. On s'attend à des similarités, en tout cas. Bon, ben là, absolument rien. Warner est une immense machine avec un héritage, des IP uniques, un catalogue unique. Et tout ça, c'est une société qui, à mon sens, a été... qui a pas... Enfin, c'est le plus grand studio hollywoodien. Voilà. Et ça, du coup, tu as eu une certaine... Là, on avait vraiment we feel like a family. Ok. Une famille, non mais tout va bien, c'est la famille Warner, etc. On arrive, en fait, Netflix, où c'est pas du tout ça. Je veux parler de Dream Team, on avance vite, on disrupt, etc. Pas de famille. Là, we are not a family, we are a team. Et c'est OK. OK. Ouais, et du coup, le plus gros décalage, la plus grosse surprise entre les deux, c'est cette notion du care ou justement de faire attention les uns aux autres, là où de l'autre côté, on est plutôt pour faire attention à l'objectif. Alors, non, là, j'allais plutôt aller sur la partie de proximité du management et la vulnérabilité du management. Parce que je pense que c'est un peu le thème que tu avais derrière sur les leaderships, etc. Pour moi, c'est une boîte comme Warner, finalement, quand tu es le CEO tout en haut, avant de pouvoir lui parler, le voir, etc., où il vient dans un meeting, tu peux le voir une fois dans une carrière de 25 ans. C'est exceptionnel. Même quand tu es leader d'un pays, voilà, attention, il arrive, etc. Bon, Netflix, c'était une proximité et une vulnérabilité du top management que j'ai jamais vue. Avec de Global Town Hall, Q&A, tu pouvais parler à Todd Sarandos ou Reed Hastings. En global, n'importe qui avait accès au top leadership de la compagnie. Ok. En ce sens-là où... Vas-y. Non, je t'en prie. Non, au niveau de cette vulnérabilité, le mot vulnérabilité que tu choisis, c'est la capacité qu'ont ces big boss à accepter d'être remis en question publiquement par n'importe quelle personne. C'est ça que tu appelles vulnérabilité? Ok. En fait, je dis vulnérabilité, c'est qu'en fait, tu peux te mettre quand tu te mets dans un town hall global avec des gens qui
où ça bosse très fort, où on n'a pas forcément compris une stratégie, etc. Le fait qu'en fait, tu n'aies pas de line management entre tout le monde et que tu t'exposes en plénière à tout le monde, sans filtre, sans questions préparées, etc. Sans modérateur. Oui, c'est une question de chose qui ne peut jamais arriver chez Warner. Warner, tout était, je vais pas dire tout est scripté, mais globalement, les questions étaient préparées à l'avance, c'était bien mesuré, la com était... Ça, en fait, pour moi, c'est une vraie preuve à la fois de courage, authenticité, etc. Ouais, ok. Donc ça, c'était... Là, je te donne un exemple, Warner vers Netflix. Et après, je peux te donner un autre exemple d'organisation totalement différente. Netflix par rapport à Banijay. Banijay, c'est une boîte qui fait de la production audiovisuelle. Mais enfin, il n'y a pas de mais. Et nous sommes une boîte de 130 productions, d'entités de production. Un network. 130 boîtes. On est un network, exactement. On est une fédération ou une agrégation. Écosystème, quoi. Ouais. Exactement. Donc ça, en fait, c'est une boîte très décentralisée. Ok. Donc, en fait... oui, c'est des entrepreneurs, en fait, c'est ça? Exactement. C'est très entrepreneurial, puisque chaque composant est une entreprise à part, c'est ça que tu me dis? C'est exactement ça. Une boîte d'entrepreneurs producteurs. Et qui ont fait leur succès parce qu'ils maintiennent leur relation avec un tissu commercial local, ils savent bien leur audience, leur public, ils travaillent avec leurs propres talents et ce sont eux-mêmes des talents souvent. Et par rapport à... Donc ça, c'est une boîte, ce que j'appelle décentralisée. Par rapport à... Donc tu gères ça différemment. Tu vois, le job d'un COMEX, en fait, d'une boîte décentralisée par rapport au COMEX Netflix, qui est lui ultra centralisé. Un produit, le même catalogue pour tout le monde, les algorithmes qui peuvent changer ici un peu ou là, mais globalement. Donc ça, en termes de gestion, de com, c'est totalement différent. Tu arrives. Et moi, je me rappelle, j'avais fait mon premier meeting que j'ai avec mon équipe, où j'ai pris à peu près les mêmes méthodes. Où là, j'avais pas du tout les mêmes réactions dans un meeting avec un senior leadership de financier. Ok. Et du coup, le fait que ce soit décentralisé, parce que en étant CFO groupe, tu as une casquette de leadership global. Comment on gère des entrepreneurs? Parce qu'en fait, je comprends que dans une boîte comme celle-là, à un moment donné, on doit prendre position collectivement pour aller aider des gens à faire progresser leur business, mais c'est que ça reste quand même leur entité. Enfin, quels sont les impacts un peu que ça peut avoir, cette décentralisation, par rapport à ce que tu as connu avant? Non, alors l'impact globalement, la décision et la valeur est créée au niveau local. C'est au niveau le plus local et le plus capillaire. Après, la valeur que nous avons ici, nous, c'est partager l'information. Benchmarking, ce qui se fait bien ici, comment le partager dans des pays. Et puis là, avec juste l'évolution naturelle de notre business, où auparavant, les clients n'étaient que locaux. Auparavant, c'était les chaînes de télé locales. Désormais, c'est des streamers qui sont globaux. Et en fait, avoir une relation plus au niveau du groupe par rapport uniquement au niveau local, il y a une valeur. Donc pour nous, c'est comment en fait on arrive à faire le lien, échanger de l'info, mais globalement, à ta question, le business reste très local. Ouais, ok. Donc en fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que même dans la position de leader, tu viens plutôt dans une position de leader en tant que ressource pour les aider à réussir. Là où dans des cultures plus descendantes, type Netflix, etc., là, tu es plutôt dans un rôle parfois plus régalien. Oui, mais écoute, il y a un autre mot que je n'ai pas entendu, je ne vais pas te donner, mais dans ces cas-là, quand tu arrives dans cette d'organisation, surtout dans un job de financier, le mot-clé est l'humilité. D'abord, écouter ce qui se passe, comprendre bien, parce qu'en fait, en effet, globalement, la finance, on a une valeur, on a une fonction de support. C'est pas. Alors oui, on peut aller. On peut aller chercher du financement sur les marchés. On peut aider. Malheureusement, il y a parfois des décisions à prendre sur soit du M&A, soit du divestment, soit de l'overhead saving, pousser ici ou là. On voit, en fait, on peut agir sur cette planète, mais d'abord, en fait, quand on arrive, c'est comment ça marche, où est la valeur, où est l'impact dans tout type de job. Alors après, est-ce que tu utilises les 100 jours, les 6 mois, les 1 an, je ne sais pas, chacun son truc, mais d'abord, c'est écoute et humilité. Comprendre.
Ouais, ok, ça va. Comment toi, tu t'es développé, tu t'es formé sur le sujet du management? Est-ce que ça s'est passé de façon très, on va dire, de l'expérience? Est-ce qu'à un moment donné, t'as décidé d'aller te former à des concepts, tu fais coacher? Enfin, comment toi, tu as travaillé sur ce sujet-là sur les 20 dernières années? Alors, j'ai eu une super coach lorsque j'étais chez Warner, Ouais, qui était un peu un point de... Ouais, faire un point général. ok. Donc, j'avais entre 35 et 40 ans, je ne sais plus exactement. Mais donc, ça durait longtemps avec toutes les étapes, etc. C'était vraiment super parce qu'on a été, on a creusé assez loin dans le What drives me, what do I stand for? Ok, ouais. Et donc ça, c'était quand même bien se connaître pour ensuite bien évoluer. Je pense que c'est important. Donc ça, Mhm. c'était très structurant pour moi. Et après, je reviens sur cette expérience Netflix qui en soi était pas. J'emploie souvent parfois le mot tu peux faire un job qui est compliqué ou complexe, et Ouais, parfois les deux. ouais, Netflix pour moi était un job complexe qui n'était pas très compliqué parce ok. qu'en fait j'étais tellement entouré de gens super, très compétents, etc. En revanche, il était complexe parce que ça allait très vite, parce que il y avait un siège aux US, on créait au fur et à mesure on ouvrait les différents bureaux en Europe. Mais tout ça où c'est complexe, mais j'ai appris énormément sur le soft. Je te Ok. parlais je vais pas vous faire le culture mémo de Netflix, mais globalement, en fait, c'est une boîte qui s'est construite comme ça et qui a ensuite écrit son culture mémo. Donc, c'est vraiment vrai. Ok. C'est ça, Tu veux parfois. dire que oui, elle n'a pas fait ça en avant en disant c'est ça qu'on veut faire, elle a constaté ce qu'elle avait déjà fait. Exactement, c'est pas un poster que tu écris dans l'ascenseur en disant voilà, nous sommes ceci, cela, cela, et on veut bien l'être, et puis en We Are, Integrity, etc. C'est comme ce qu'il arrive dans des boîtes Ah, bah, très c'est la norme, respectables. enfin c'est le standard en tout cas. Voilà, là en fait, on sent vraiment un truc qui est réel. Donc Qui en avait fait, été créé organiquement. coaching et ça. Et puis après, on avait pas mal de séminaires, un peu enfin, comme tu le sais, dans des boîtes américaines comme Warner Netflix. On a des séminaires où là, pour le coup, tu es plus avec tes pairs à lire, réfléchir, échanger, etc. Et ça, c'est toujours très valorisant. Ok. Dans ton parcours, on dit souvent en matière de management et de leadership, il n'y a pas de copyright. Tu as le droit de voler ce qui marche. Est-ce que tu identifies quelques personnes qui t'ont alors soit qui t'ont géré directement, soit qui étaient dans ton écosystème direct, hein, c'est pas forcément, on s'inspire pas forcément que de ses chefs, mais tu identifies des personnes qui avaient des trucs que tu as gardés ou que tu as pu t'approprier, copier par mimétisme et réutiliser ou remettre à ta sauce? Ouais, je sais pas. Alors, j'ai un peu réfléchi. Je savais que j'allais avoir cette question, donc du Ok. coup j'ai hâte. Mais j'ai pas je peux pas te dire bon bah voilà, j'ai lu un tel et c'est ça. Donc je vais te donner deux exemples Ouais. plutôt dans plus jeune expérience. Ouais. Un de mes boss aux US ou un immense bosseur. Mhm. Donc on top surtout. C'est Ok. possible aussi. Donc j'emploie le mot irréprochable, c'est-à-dire qu'en fait il était vraiment, mais pas dogmatique. Il était Ok. irréprochable avec quand même une petite dose d'écoute etc. pour dire peut-être que j'ai manqué quelque chose, vas-y dis-moi. Ok. Mais, irréprochable avec un autre point qui était où je l'ai vu et il me le disait souvent en disant si jamais tu te dédies sur quelque chose, ça marche pas. Donc le mot irrévocable est très important aussi. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es Tu positionné, t'es posé sur quelque chose et voilà où on tu va. reviens Et, plus en et arrière. ça, voilà, sinon je perds ma crédibilité. Et toujours avec une dose de bienveillance. Et je Ok. dis une dose de bienveillance parce qu'elle n'était pas toujours évidente en fait en plénière, où parfois il fallait justement être le irréprochable, irrévocable. Donc c'est assez dur, mais en revanche toujours derrière avec une dose de bienveillance. Et ça pour le coup, quand tu as ça, bah, quand tu es jeune et que tu as envie de suivre quelqu'un comme ça. Ok, Donc, ouais, donc ça donc c'est un des exemples de personnes qui t'ont un peu inspiré. J'aime bien le ouais. côté irrévocable parce que c'est bien, ça crée de la predictability quelque part et donc quelque part on a une parole qu'on donne et une fois qu'elle est donnée, on est parti. Après, on peut revenir en arrière au sens Oui, en oui, non, mais discuter, ça veut pas mais dire qu'il faut pas, ça veut pas dire qu'il faut jamais changer d'avis. Mais c'est ça. ça veut dire que tu peux pas, une fois qu'il y a une décision qui est prise dans un meeting, Hmm, tu peux pas te dire t'as pris le mercredi, le vendredi, tiens, oh non, ouais, j'ai pas tout à fait dit ça, etc. Ce qui peut hmm. arriver. Parce qu'en fait, encore une fois, Oui, on on peut va tout mettre un réassesser. leader, un leader
leader où quand tu prends des informations, tu prends une décision avec 70% de l'information, t'es pas super clair, etc. C'est pas grave, ça a été pris. Et désormais, l'organisation, elle va tourner avec ça. De temps en temps, pour moi, il y a rien de pire quand t'es un leader qui n'arrive pas à prendre de décision ou qui la prend au dernier moment ou même quand c'est pris, en fait, on n'est encore pas trop sûr. Pour emmener tout le monde, c'est pour ça le mot irrévocable, il veut pas dire je ne changerai jamais d'avis. Il veut dire c'est la décision et après, si jamais je change de décision, pareil, on la reprend et on la réassesse. On réouvre le process et on revient pas sur ce qu'on s'est dit, quoi. Voilà. Ok. Et puis, et puis après, sinon, et l'autre anecdote, c'est très inspirante. Donc là, si c'est plutôt, je reviens un peu à Netflix, où finalement les grands leaders, ils ne prenaient finalement assez peu de décisions. Et en fait, ils se disaient, et globalement, c'était la clé de tout ça, et c'est qu'en gros, avant que ça remonte, si ça remonte trop à moi et si j'ai trop de décisions à prendre, ça veut dire que ma chain of command, mon leadership, il n'est pas bien établi. Et que j'ai pas des gens suffisamment avec une accountability, une authority satisfaisante. Donc ça, c'était très important de voir en fait comment tu te rends indispensable, mais finalement, tu es là que au bon moment. Et tu n'as pas à avoir... Et ça j'ai quelqu'un en tête qui était particulièrement... et qui l'exprimait. Il dit, mais là, vraiment, est-ce que vraiment, tu as besoin de moi pour... donc, je t'écoute, mais globalement, ça va être ta décision. Et ça, c'est pas une preuve. Mais sans étant quelqu'un qui était hands-off en disant, allez, je vais démerder. C'est pas du désengagement, mais par contre, c'est intéressant. Comment on construit une chain of command? C'est intéressant parce que quand tu dis ça, on a l'impression, et encore une fois, je mesure bien le fait que c'est pas du désengagement du tout. Hein. Mais par contre, ce que tu me dis, c'est ces gens-là, ils ont une stratégie dans la façon dont ils fabriquent cette chain of command. Hein. Comment ça se fabrique, ce truc-là? Est-ce que ça se fabrique par des mandats? Ça se fabrique par des moments? Enfin, comment tu navigues là-dedans? Là, ça va être trop fort pour moi. Je sais pas. Toujours est-il, j'emploie le mot de un leader of leaders. Ouais. Je pense qu'il est obligé de faire ça parce qu'en fait, il va continuer à développer sa prochaine, à la fois sa succession, du développement dans la boîte, etc. Et en fait, arriver à créer aussi ce moment d'exigence, mais où tu restes accountable, parce qu'en fait, au fur et à mesure, si jamais les décisions remontent tout le temps, et c'est justement ce leader of leaders qui décide, l'accountability et l'empowerment de la ligne en dessous est moins fort. Ouais, je comprends. Donc, pour moi, ceci est fondamental dans nos organisations matricielles globales, où justement, je reviens le terme de vulnérabilité, etc., où si tu as des leaders qui sont très exposés, tu peux pas à la fois tout écouter et tout décider. C'est pas possible. Ok. Ouais. Tu as choisi un secteur d'activité il y a 22 ans qui doit faire partie des secteurs les plus chamboulé au global. Enfin, je pense que le paysage média dans lequel tu es rentré au tout début, il n'y avait plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ces transformations-là, ça amène finalement peut-être des doutes, de l'anxiété. Alors, il y a une grosse part d'enthousiasme, surtout qu'en plus, toi, tu as fait partie à un moment donné de l'équipe qui était en train de disrupter. Comment on lead les gens dans des industries qui se transforment autant, tu vois? Enfin, est-ce qu'il y a un truc spécifique auquel tu fais attention, contrairement à des business dans lesquels tu es dans le run, hein. Enfin, je veux dire, il y a des business qui sont beaucoup plus stables. C'est quoi, toi, ta conviction sur ces business un peu dynamiques en transformation? Alors, désolé si je parle peut-être un peu trop avec des concepts, mais ce truc-là, pour moi, est un truc fondamental. C'est-à-dire que tu peux leader, tu peux manager avec de l'incertitude. Et je pense que aujourd'hui, il y a quand même très peu de business avec une vue très long terme où tu es sûr de ton business plan et tu es sûr de ton sales pipeline, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, dans des activités qui se transforment, soit une organisation qui disrupte, Netflix, soit des activités qui sont en contraction, savoir, t'as plus de croissance t'as plus de croissance, donc tu te fais disrupter. Donc, c'est OK de manager et de vivre, enfin, tous les collaborateurs d'une boîte vivent avec de l'incertitude. Et ça, c'est OK. Ça, on doit l'accepter. Si jamais tu peux pas avec ça, c'est compliqué. Parce que l'incertitude, un leader peut arriver à créer, alors je viens encore avec un concept, la psychological safety. Comment tu arrives à créer l'environnement, même si tu as l'incertitude, de dire c'est OK,
on va faire ça bien. Ouais. Oui, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, mais globalement, on est là ensemble, on est alignés, etc., etc. Là où c'est compliqué, et malheureusement, c'est si jamais le management de by uncertainty, si tu vas par la crainte. Ouais. Là, si l'incertitude vient plus ça vient de la tension, ça devient anxiogène. Là, c'est hyper dur pour le manager ou le leader. Mhm. Et naturellement, tu peux avoir des situations dans des équipes qui sont, Mhm. qui sont Et donc bah, l'incertitude, ça passe par identifier ce que tu sais pas ou communiquer en tant que leader sur le fait que tu n'es pas confort non plus. Enfin, c'est quoi ta méthode là-dessus pour justement je cette, sais cette pas. psychological safety? Bah, écoute, je reviens avec la disponibilité, parler, écouter, des vraies relations, montrer par l'exemple que en fait tu peux prendre des décisions qui influencent sur là où on va. Mhm. Et après, il y a pour les plus jeunes, hein, on a toujours cette notion de quand tu as de l'incertitude, c'est pas confortable. Ouais. Mais quand c'est pas donc le uncomfort zone, Mhm. learning zone, Ouais. t'apprends forcément parce que t'es challengé, etc., etc. Quand tu es en zone de confort, bah c'est plutôt dans une zone perso. Enfin, c'est bien, tu fais mais donc en fait, arriver à dire bah là, regardez, en effet, ça cogne un peu là sur la coque du bateau, mais c'est OK. Là, on va vers là, ça va. Et donc cet inconfort peut être une source d'énergie parce que tu apprends. Ok. Ouais. J'aime bien l'idée de se dire que finalement cette instabilité ou incertitude, c'est un terrain de jeu pour apprendre, enfin en équipe. En réalité, c'est ça que tu dis. On va y aller comme on y fait tous face. Quelque part, ce que j'entends, c'est on va l'utiliser comme un terrain de jeu pour apprendre ensemble. Oui, ouais, exactement. Parce que là, je pars du principe qu'on est dans une société, une structure qui est assez large. Après, tu peux avoir des boulots qui sont plus, on va dire, individual contributor, c'est-à-dire Ouais. un expert qui va livrer sa solution technique, qui va livrer son diagnostic sur une solution, etc. Et ça, je dirais qu'ils sont moins sensibles à l'environnement. Ils sont vraiment dans leur couloir de nage, ça livre. Mais globalement, quand tu as des experts qui doivent être comme généralistes pour comprendre ce qui se passe un peu et voir autour d'eux et de comprendre l'écosystème, je pense que l'équipe est un atout dans une zone d'inconfort, Ok. d'incertitude, pardon. Super. Euh, Écoute, merci beaucoup, c'est intéressant, c'est marrant. Alors, il y a plein de choses que je retiens de notre échange. Déjà, j'ai bien aimé l'ouverture sur le fait que finalement, dans des boîtes qui vont très très vite, plus tu mets des règles simples et courtes, authenticité, feedback, etc., finalement, plus tu arrives à avoir de la vélocité dans ce que tu m'as dit. Ensuite, tu m'as parlé de diversité avec une capacité à rentrer en conflit hein, et commit derrière, qui a avancé, toutes ces learning zones. Toi, Je t'interromps, c'est pas forcément un conflit, hein, c'est un débat. ouais, un débat, ouais. Un débat n'est pas forcément conflictuel, mais en tout cas, tu Ouais, échanges des idées et tu dis, ah, je suis pas forcément d'accord avec toi. ouais, je comprends. Quand je disais conflit, c'était au sens de conflit non violent, mais au sens désaccord, ouais, débat, Mhm. désaccord là-dessus. Avec cette psychological safety, et globalement, toi, aujourd'hui, tu as vu donc l'environnement d'externe, ensuite tu es passé en interne, tu es monté, tu as été en création, etc. Qu'est-ce qui manque maintenant comme challenge leadership, parce que tu es encore jeune? Qu'est-ce qui manque maintenant sur la trajectoire pour aller compléter ce panel-là, finalement? C'est une bonne question. Je ne sais pas encore. Là, pour l'instant, on a encore plein de choses à faire. Là où on est dans une industrie qui se transforme massivement. Ouais, Là, on a quand même le next step pour moi est comprendre ce qui se passe sur le défi technologique. ok. On va pas ouvrir le document, le truc de New Tech, AI, etc. Mais globalement, aujourd'hui, le métier de comment on consomme du contenu, comment on le crée, comment on le produit, comment on le monétise. Tu as parlé tout à l'heure de Media Entertainment. Tout ça, en fait, tout ceci est à comprendre, est à articuler. Et on a des choix managériaux très importants à faire. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. J'ai bien aimé un petit peu la façon dont tu as comparé les différents environnements, même si enfin, j'ai bien compris que tu t'étais bien épanoui dans tous ces environnements-là.
C'est intéressant parce que parfois, quand les gens comparent, on voit le point alors que je vois que tu as avancé. J'aime bien aussi l'idée, ça m'intéresse qu'on se reparle dans quelques années sur cette idée aussi de l'environnement un peu entrepreneurial et en transformation, parce que ça, je trouve ça chouette comme challenge. La question qu'on pose toujours à nos invités, c'est de savoir si, à la fin du podcast, s'ils pensent à un Atomic Leaders que je devrais interviewer. Alors, on harcèle pas les gens, mais si tu penses à quelqu'un à nous recommander, alors c'est le moment de donner son nom. Eh ben, je te donnerai ça, un leader. Mais en tout cas, avant ça, si tu n'as pas lu le livre No Rules Rules de Reed Hastings, je te conseille ça parce que tu vas retrouver pas mal de choses que je t'ai racontées. Et pour moi, quand tu parles de iconique, un leader iconique, ouais, assez exemplaire, visionnaire, qui a mis cette culture, je pense, c'est vraiment assez unique. Ok, et il y avait vraiment un truc très important que je t'ai pas dit, tu sais, quand tu as dit que ça allait très vite, il y avait un des mots-clés, et je pense qu'il est, même, alors en finance, parfois c'est pas facile, hein, mais people over process. Alors, je comprends qu'en tant que financier, ça peut être douloureux. Moi, j'étais head of compliance avant, donc pareil, ça pique un peu. Et donc, il faut mais people over process, c'est n'importe. Alors, bien sûr, évidemment qu'il faut un peu de process, évidemment qu'il faut il faut des règles, il faut des policiers, etc. Mais, parce qu'on a un grand groupe. Mais people first. Super. Écoute, Cédric, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce contenu que nous allons créer. Et puis maintenant, faites votre boulot. Parlez-en autour de vous, partagez. Et on se reparle bientôt. Merci Cédric, salut. Merci Romain, à bientôt. Bye. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous à la newsletter. Et à bientôt sur We Are le podcast.